Bonjour à tous. On va attendre une minute avant de formellement commencer ce webinaire, le temps que quelques participants de plus se joignent à nous. Donc, je vous demande encore une minute de patience et je vous remercie à l'avance de votre présence. Bon, il est 11h01, on a fait notre minute de grâce pour les retardataires. Je me présente, je suis Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire sur les surplus électriques au Québec. C'est un document que Christophe Boucher et moi avons préparé récemment dans l'optique d'éclairer le débat sur les surplus électriques au Québec, un débat qui est, enfin, un sujet du moins qui prête à certains débats et un sujet dont on parle régulièrement, qui est assez complexe si on veut bien comprendre d'où viennent ces surplus, comment on peut les utiliser. Et donc un petit peu pour clarifier et aider les réflexions autour des surplus, on s'est décidé à faire ce document qui se veut un document d'explication. Et donc, je vous laisse immédiatement avec Christophe Boucher, qui est un consultant en énergie, vous présenter le rapport. Pendant environ 25-30 minutes, il y aura une présentation et par la suite, on aura une période de questions et de réponses. Donc, je vous invite dès maintenant, si vous voulez, à aller sur le poser vos questions sur la section de questions et nous y répondrons suite à la présentation. Donc, merci beaucoup et Christophe, à toi la parole. Merci Pierre-Olivier. Merci à tous de vous joindre à ce webinaire aujourd'hui. Mon objectif là, dans les 20-30 prochaines minutes, ça va être de passer à travers les faits saillants du rapport. Ça va être assez synthétique. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à télécharger le rapport sur le site de la chaire, sur energie.hec.ca. Puis sinon, pendant ces 20-30 prochaines minutes, mon objectif, ça va être de couvrir 5 points que vous voyez à l'écran ici. Premier point, une brève introduction et une définition de ce qu'on entend par surplus et ce qu'on a défini comme étant des surplus dans le rapport. Ensuite, je vais vous présenter notre évaluation du volume de surplus annuel. Je passerai ensuite sur 3 caractéristiques principales qu'il faut garder en tête quand on parle de ces surplus électriques au Québec. Ensuite, on regardera les différentes pistes d'utilisation de ces surplus. Donc, on a identifié 3 pistes d'utilisation de ces surplus pour les années à venir. Et puis enfin, quelques perspectives d'évolution de ce volume de surplus qui dépendent d'énormément de facteurs, d'énormément de paramètres différents. Voilà, donc je vais commencer par le commencement et vous dire ce qu'on définit, nous, dans cette étude comme étant les surplus électriques au Québec. Donc, c'est l'électricité que le Québec dispose au-delà du volume permettant de couvrir les besoins domestiques, donc la consommation d'électricité au Québec, et permettant également de respecter les contrats d'exportation long terme. Les contrats qui ont été signés entre le Québec et d'autres provinces ou d'autres États du côté sud de notre frontière. Donc des contrats uniquement à long terme ici dans la définition. Alors dit autrement, et pour simplifier cette définition, comment est-ce qu'on calcule ces surplus? Donc dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est une équation, enfin essayer de résoudre une équation relativement simple, et d'un côté des entrées, de l'autre côté des sorties, et le delta ou la différence entre entrée et sortie, c'est justement ces surplus électriques, donc qu'on appelle aussi électricité disponible. Dans les entrées, on a la production électrique au Québec, toutes les formes de production.
On a les importations également. Donc ça, c'est pour les entrées. Dans la partie sortie, ce qu'il faut additionner, c'est la consommation d'électricité au Québec, consommation domestique, les exportations. Donc on parle ici uniquement des exportations liées au contrat long terme en vigueur, donc qui ont cours actuellement. Et il faut également déduire, donc dans les sorties, déduire les pertes réseau, donc les pertes sur le réseau électrique, que ce soit au niveau du réseau de transport ou du réseau de distribution. Donc une fois de plus, le delta va être l'électricité disponible, dit autrement, ce sont les surplus. Ce que je vais faire maintenant, c'est double-cliquer sur cette équation et vous présenter des chiffres. Alors, ce sont les chiffres qui sont dans le rapport. Ce que vous voyez à l'écran, ces chiffres-là sont des volumes annuels en térawattheure, basés sur des données de 2018-2019. Donc, une fois de plus, les entrées à gauche, les sorties à droite, et puis je vais vous les prendre un par un pour bien décortiquer tout ça. Au niveau des entrées, ce qu'on a commencé à mettre en entrée sont la production sur site. Alors, essentiellement, ce qu'on entend par production sur site, c'est la production industrielle. Donc, c'est la production issue des centrales hydroélectriques qui sont détenues par des groupes industriels type Rio Tinto et qui produisent cette électricité pour des besoins propres, donc pour alimenter leurs usines de production, notamment. On a également inclus dans cette catégorie producteurs sur site, on a inclus la production solaire, l'autoproduction, qui reste somme toute vraiment marginale encore au Québec, avec 700 à peu près clients d'Hydro-Québec qui sont inscrits à l'option de mesurage net, donc qui peuvent réinjecter une partie de l'électricité produite sur le réseau. Donc ça, c'est la production sur site. Là-dessus, toujours dans les entrées, on est venu ajouter la production des acteurs indépendants, donc des compagnies privées qui produisent de l'électricité ici au Québec. Alors on pense à des compagnies type Unergex, Boralex, Evolugen, qu'on soit des parcs éoliens qui peuvent avoir aussi des centrales de cogénération ou alors de la petite hydro. Donc pour l'éolien, on parle de 39 parcs à peu près, pas à peu près, on parle de 39 parcs éoliens au Québec qui sont répartis dans tout le Québec, qui produisent à peu près, là pour le coup c'est un vrai à peu près 11 TWh annuellement. Les centrales de cogénération ensuite, donc là on en a 23 au Québec qui sont des centrales à la biomasse ou au biogaz qui produisent peu ou prou 1 TWh annuellement. Et puis la petite hydro, une dizaine de centrales hydro de plus petite taille, on va dire, qui produisent également 1 TWh annuellement. Donc ça, c'est sur la production indépendante. À garder en tête, la production indépendante, la quasi-totalité de cette production est achetée par Hydro-Québec. Ensuite, la grosse barre que vous voyez dans les entrées, c'est la production justement d'Hydro-Québec et de ces 62 centrales hydroélectriques. Donc, ont quand même une capacité installée, une puissance installée de 37 gigawatts, ce qui est vraiment conséquent. Donc pour les années 2018-2019, en production brute, on parle de 183 TWh annuels. Donc ça, c'est pour la production. Toujours dans les entrées, ce qu'on ajoute, ce sont les importations. Et essentiellement, ce que vous voyez là, c'est un 30 TWh qui nous vient du Labrador, via un contrat qui arrivera à échéance en 2041 et qui correspond en fait à la production, à la quasi-totalité de la production de Churchill Falls. Donc si on ajoute production et importation, on se retrouve dans les entrées avec un total de près de 250 TWh annuellement. Maintenant, je vais passer sur la partie sortie. Alors, sur les sorties, donc de ce 250 TWh, il faut défalquer l'autoconsommation industrielle, qui est le pendant de la production industrielle. Donc, vous voyez les 20 TWh. Il faut également déduire les pertes réseau. Donc, ce qu'on a pris dans l'étude, c'est une moyenne de 5% de pertes sur le réseau de transport, donc le réseau haute tension, et 3% de pertes sur le réseau de distribution.
donc moyenne et basse tension. On enlève également les contrats d'exportation long terme, donc le volume qui est exporté via ces contrats long terme. On parle ici de 6 TWh. Ces 6 TWh sont répartis, alors ce sont des exportations qui sont réalisées en Ontario, dans le Vermont, et plus récemment, on a un contrat qui a été signé, je pense que c'est en fin d'année dernière, avec le Nouveau-Brunswick, avec NV Power. Donc on parle de 6 TWh au total en contrat d'exportation long terme. Et enfin, dans les sorties, le gros bloc que vous voyez là, c'est les ventes d'Hydro-Québec distribution au Québec, donc 174 TWh annuellement. Une fois de plus, le delta entrée-sortie, c'est l'électricité disponible, donc les surplus, qu'on a évalué dans cette étude à 32 TWh. Alors, petite précision sur ce chiffre, on le donne à titre indicatif uniquement. Ça donne un ordre de grandeur. Ce qu'on pense, c'est que ce chiffre-là est probablement plus élevé dans les faits, et notamment si au lieu de partir de la production réelle, on partait du potentiel de production. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faudrait partir de la capacité installée de chacune des centrales et puis y appliquer un facteur d'utilisation. Ça nous amènerait probablement à un chiffre supérieur à ce 32 TWh. Et d'ailleurs, Hydro-Québec communique plutôt sur un 40 TWh d'électricité disponible annuellement. Donc voilà pour le détail du calcul. Je vais maintenant vous présenter quelques caractéristiques à avoir en tête quand on parle de ces surplus. 3 caractéristiques qu'on a listées ici. La première, c'est que ces surplus sont variables. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on va avoir un chiffre qui va varier, qui va être différent, et notamment dépendamment des apports en eau d'une année à l'autre. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'était qu'une très grande majorité de la production d'électricité au Québec provient d'hydroélectricité. Et donc, les apports en eau sont un des facteurs déterminants pour déterminer la production et donc l'énergie disponible. Ces surplus sont non seulement variables, ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'ils sont en augmentation. Donc, ce qu'on entend par augmentation, c'est le fait essentiellement que les précipitations accrues de ces dernières années ont fait que les réservoirs des centrales hydroélectriques se sont remplis. Et donc, on a des surplus qui sont en augmentation et un volume d'eau, on va dire, croissant dans les réservoirs d'Hydro-Québec. Troisième point qui est très important à retenir sur ces surplus, quand on parle de surplus électrique, on parle de surplus électrique au Québec en énergie. Donc, ça veut dire que pris sur une année, en faisant une moyenne, le Québec a des surplus. Mais le Québec a beau avoir des surplus sur une année, il reste que le Québec a des besoins en puissance pour couvrir ces périodes de pointe. Alors, on parle ici uniquement de quelques heures, de quelques jours de l'année, probablement autour de 50 heures, 60, jusqu'à peut-être 100 heures maximum dans l'année. Mais il reste que ce volume d'électricité disponible, en moyenne, il est là. Mais si on prend ces heures spécifiques dans l'année, il y a des besoins en puissance au niveau du Québec. Et ce qu'on voit, c'est que ces besoins en puissance augmentent année après année. Ils devraient encore augmenter dans les années à venir, notamment avec l'électrification de certains usages. Donc voilà sur ces 3 caractéristiques. Je vais passer maintenant assez rapidement sur l'utilisation de ces surplus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce que vous avez à l'écran, c'est trois pistes d'utilisation. Donc, 3 domaines qui peuvent être couverts, en tout cas où les surplus peuvent venir alimenter ces éléments-là. Premier point que je souhaite faire avant de rentrer en détail dans chacune de ces 3 pistes, c'est le fait de dire qu'on ne voit pas ces 3 pistes comme étant exclusives. C'est-à-dire que si on fait l'un, on ne peut pas faire les 2 autres. Mais au contraire, en fait, avec le volume de surplus électrique qu'on voit au Québec, on pense que la province peut jouer clairement en parallèle sur ces 3 tableaux.
Donc, commençons par les exportations. Le Québec a 15 interconnexions avec les marchés voisins. Alors, ça représente au total une capacité d'exportation de l'ordre de 8 gigawatts, ce qui est vraiment conséquent. Ces interconnexions ont permis d'exporter en moyenne durant les 10 dernières années 30 TWh. Donc, durant ces 10 dernières années, une moyenne de 30 TWh à chaque année. Si on prend juste les 4 dernières années, on parle plutôt de 34 TWh qui ont été exportés en moyenne par année. Pour donner un ordre de grandeur, ces 30 ou 34 TWh correspondent à 15% des ventes d'Hydro-Québec, mais près de 25% de son bénéfice net. Je vous ai parlé auparavant de 6 TWh qui étaient associés à des contrats long terme d'exportation. Là, je vous parle de 30 à 34. Le delta entre les deux, ce sont des exportations sur les marchés de court terme. Donc, on va dire que l'essentiel des exportations ces dernières années a été réalisé sur les marchés de court terme. Alors, quand on dit marché de court terme, ça peut être soit des contrats bilatéraux avec d'autres distributeurs, d'autres gestionnaires de réseau, ou alors directement sur les bourses de l'énergie. Donc, marché de capacité, d'énergie, voire même de services auxiliaires. Ce qu'on voit au niveau des exportations, ça c'est une tendance de ces dernières années, c'est que certains États aux États-Unis, avec notamment leurs objectifs assez ambitieux de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, donc ces États, on parle de la Nouvelle-Angleterre, mais essentiellement du Massachusetts, on parle également de l'État de New York, également du Maine, sont très intéressés par des contrats à long terme d'exportation du Québec et donc d'importation pour eux. Il y a d'ailleurs le contrat du Massachusetts qui a été signé déjà en 2018 sur la base d'à peu près 10 TWh annuels. Donc 10 TWh annuels sur une durée de 20 ans, et puis le contrat devrait prendre effet en 2022. Donc, dépendamment de la construction de la ligne de transmission qui est nécessaire à cette exportation. Élément à considérer justement sur ces exportations et ces contrats de long terme, c'est le fait qu'on a beau avoir l'énergie disponible, il faut avoir les infrastructures également pour pouvoir acheminer cette électricité au bon endroit. Donc ces exportations à long terme sont sujettes à la construction des infrastructures associées, et notamment les lignes de transmission. On sait qu'il y a tout un processus d'autorisation, dépendamment des États qui sont traversés, d'acceptabilité sociale. Donc tout ça sont des éléments à considérer pour ces fameux contrats long terme d'exportation. Je vais maintenant passer sur la deuxième piste qui est l'électrification du Québec. Alors en fait, on devrait plutôt dire une plus grande, une plus forte électrification du Québec, parce que le Québec est la province au Canada qui consomme déjà le plus d'électricité, notamment lié au fait qu'il y a une forte pénétration du chauffage électrique. Alors quand on dit une plus grande électrification du Québec, tout simplement on parle de deux secteurs. Le premier, c'est le transport léger, et le deuxième, c'est le chauffage des bâtiments. Donc le transport léger, on peut avoir en tête bien sûr les voitures électriques, les bus électriques, le transport public, par exemple le REM, donc ça c'est pour le transport léger. Pour le chauffage des bâtiments, l'idée c'est de déplacer du chauffage au mazout, qui existe encore dans certains édifices aujourd'hui, et pourquoi pas une partie du chauffage au gaz naturel, dépendamment de critères économiques, critères environnementaux. Sur l'électrification, ce qu'on souhaite partager avec vous, c'est deux éléments à considérer. Le premier, c'est les limites du tout électrique. Alors, il y a des limites
technologique et technique. Typiquement, on ne peut pas tout rendre électrique. Il y a des secteurs où c'est juste pas possible. On peut prendre comme exemple des acteurs industriels qui auraient des procédés qui utilisent des hautes températures. On peut parler du transport lourd. Non seulement ça ne fait pas de sens, mais techniquement, technologiquement, on n'est pas là. Après, comme je l'ai dit, il y a des critères économiques qu'il faut considérer et puis des critères environnementaux. Là-dessus, on pourrait prendre un exemple tout simple, mais par exemple, vouloir faire passer un édifice qui chaufferait actuellement au gaz naturel renouvelable à l'électricité, pas beaucoup d'éléments qui font que ce projet-là irait de l'avant, en tout cas en termes environnementaux. Donc, il faut bien réfléchir à cette électrification et cibler les usages qui font du sens. Deuxième point sur l'électrification qu'on souhaitait mentionner dans le rapport, c'est que cette électrification va avoir un impact et va peser sur les besoins en puissance, puisque aussi bien le transport léger que le chauffage des bâtiments, donc les deux principaux secteurs visés, si on regarde les courbes de charge de ces usages, malheureusement, ils coïncident avec la pointe électrique au Québec. Donc, il va y avoir une pression sur les besoins en puissance au Québec liés à l'électrification. Je vais maintenant passer sur la troisième piste, qui est de dire on pourrait alimenter des nouveaux marchés avec cette électricité disponible. Et c'est déjà le cas en fait. Et si on regarde les différents documents, notamment d'Hydro-Québec, de distribution et son plan d'approvisionnement, on parle de trois segments de marché qui sont déjà identifiés et visés. Ce sont les centres de données, les chaînes de blocs et la culture en serre. Alors, au-delà de ces trois segments, on pourrait également explorer, et ce sont des discussions qu'on voit qui sont en cours, d'autres marchés, comme par exemple la production d'hydrogène vert à partir d'électrolyse de l'eau, et pourquoi pas également la filière de production de batteries électriques. Là aussi, attention on va dire à l'impact sur les besoins en puissance au Québec, même si on peut aller acheter de la puissance supplémentaire sur le marché, mais vous verrez par la suite qu'il y a d'autres avenues, et notamment la gestion de la demande en puissance qui sont assez prometteuses pour pouvoir permettre de balancer un peu tout ça. Voilà sur les pistes d'utilisation de ces surplus. Je vais maintenant passer assez rapidement sur ces dernières diapositives pour laisser quand même assez de temps aux questions. Et là, je vais vous parler des perspectives d'évolution de ces surplus. Alors, on a déjà vu auparavant ce que je vous ai dit sur la partie hydraulicité. Donc, très clairement, le volume de surplus électrique au Québec est dépendant de cette hydraulicité, c'est-à-dire du volume et des apports en eau qu'on a à chaque année au Québec. On s'attend à avoir des précipitations accrues encore dans les prochaines années, mais pour du moyen-long terme, on n'a aucune idée si ça va encore continuer dans ce sens. Donc c'est le premier facteur qu'il faut avoir en tête, l'hydraulicité, qui est un facteur bien sûr qu'on ne peut pas maîtriser, et donc qui va avoir un impact important sur le volume d'électricité disponible. Ensuite, au-delà de l'hydraulicité, on a pas mal d'autres facteurs qui vont venir influencer sur le volume d'électricité disponible, tant à la hausse qu'à la baisse. Et puis là, je ne vais pas passer à travers l'ensemble des facteurs, mais peut-être juste pointer les deux premiers qui sont listés ici sur impact à la hausse. Le premier étant les effets de la Covid sur la conso électrique au Québec. Si on regarde les chiffres récents, alors les derniers chiffres auxquels on a eu accès sont issus du dernier rapport trimestriel d'Hydro-Québec pour la période avril à juin. Donc pour cette période-là,
Hydro-Québec communique sur une baisse de la demande de l'ordre de 1,3 TWh. Donc ça, c'est la demande domestique au Québec, essentiellement liée à la fermeture de commerces et de petites industries. Et puis d'un point de vue export, on parle d'une baisse des exportations de l'ordre de 0,4 TWh. Donc tout ça, c'est comparé à la même période l'année dernière, donc en 2019. Donc des impacts qui sont quand même conséquents, puisqu'en un trimestre, on parle d'une réduction d'à peu près 2 TWh, si on prend la demande domestique et les exports, et donc forcément une augmentation de l'énergie disponible liée à ces effets. Le deuxième facteur que je vais évoquer, puis une fois de plus, je ne vais pas passer à travers l'ensemble, mais juste vous évoquer celui-ci qui me paraît vraiment important, c'est que dépendamment du niveau d'utilisation des moyens en gestion de la demande, on peut avoir des volumes d'électricité disponibles plus ou moins élevés. Puisqu'on entend par gestion de la demande, c'est deux choses. C'est efficacité énergétique et gestion de la demande en puissance. De manière générale, ce sont deux moyens qui sont sous-exploités au niveau global et c'est le cas également au Québec. Sous-exploités, malheureusement, et on pense qu'il y a vraiment un potentiel d'utilisation, de meilleure utilisation et d'une plus forte pénétration de ces moyens pour pouvoir mieux gérer le système électrique dans son ensemble et également le volume de surplus. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Pierre-Olivier, je vais te redonner la main pour qu'on ait assez de temps, qu'on puisse passer à travers les différentes questions qu'on a pu déjà recevoir. Merci Christophe, c'est très bien. On a effectivement reçu un bon nombre de questions et elles continuent de s'accumuler. Alors, je propose de commencer par ceux qui ont posé les questions en premier. Dave Alstorn pose une question en fait qui a trait à un commentaire que tu as fait, Christophe, sur la manière de calculer les surplus. Et tu as mentionné que les capacités installées des centrales n'ont pas été utilisées dans le calcul des surplus. Alors, est-ce qu'il nous demande, est-ce qu'on est en mesure de commenter sur l'envergure de cette valeur si on prenait justement la capacité de production des centrales? Qu'est-ce que ça pourrait signifier comme surplus en tant que tel? Oui, alors je vais répondre. En fait, la capacité, c'est relativement simple. Si on prend les centrales hydroélectriques d'Hydro-Québec, on a une capacité installée de 37 gigawatts. Le problème qu'on a avec cette méthode, c'est que ce qu'il faudrait qu'on puisse appliquer sur ce 37 gigawatts, c'est le facteur d'utilisation de ces centrales. Le facteur d'utilisation, malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Uniquement Hydro-Québec peut l'avoir et c'est très compliqué. Ça va dépendre des opérations de ces centrales, des besoins de maintenance, de la réserve qu'il faut garder pour pouvoir respecter les critères NPCC. Donc, grosso modo, là, ce calcul-là, on l'a imaginé. Ce serait le calcul le plus exact pour arriver au volume exact d'électricité disponible, mais on n'a pas accès à ces données. Comme je l'ai dit pendant la petite présentation, Hydro-Québec communique sur un 40 TWh. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête cet ordre de grandeur de 40 TWh avec notre modèle utilisant des données réelles de production, on arrive à 32. On pense qu'on est plus proche du 40 TWh. Mais pour reconstituer le chiffre exact, il faudrait avoir accès à ces facteurs d'utilisation. Et puis, même en ayant ces chiffres exacts, comme on l'a déjà dit pendant la présentation, ces volumes varient d'une année à l'autre. Là, on a parlé typiquement de l'impact Covid, donc qui vont faire évoluer quasiment de 2 TWh en un trimestre ces volumes-là. Donc, l'objectif n'est pas d'avoir un chiffre exact. De toute façon, il sera faux la journée d'après. Merci Christophe. Et la deuxième question à laquelle on va répondre de Raphaël Bourlis, en fait, est liée à ça. De ce qu'il dit, nos chiffres datent de 2018, mais quand on regarde le dernier plan d'approvisionnement et qu'il y a des contrats qui s'en viennent, il y a des évolutions dans les années à venir qui vont arriver et
Est-ce qu'il nous demande quels seraient nos estimés en surplus pour en 2025 ou 2030 et est-ce que nous ne serons pas même en déficit si on regarde une évolution telle que peut-être le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec le montre? En déficit, je pense pas, là, c'est quasiment sûr que non. Enfin, les communications qu'on peut voir, c'est que ce 40 TWh, il est là pour les prochaines années. Quand on dit les prochaines années, là, c'est au moins les 5 à 10 prochaines années. Après, dans les facteurs d'évolution de ces surplus, il y a énormément d'inconnus. Typiquement, si le contrat avec la Nouvelle-Angleterre voit le jour et que la ligne de transmission est construite, on parle déjà d'un 10 TWh qui partirait en exportation là-dessus. Donc, qui serait plus inclus dans ce que nous, on a appelé, dans notre définition de la petite équation qui nous permet d'arriver à surplus. Donc, on parle de 10 TWh. Donc, ce chiffre-là va évoluer grandement dans tous les cas. Les autres facteurs que j'ai pas évoqués, mais qui sont listés dans les diapositives, vont aussi avoir un gros impact, typiquement l'ambition de l'électrification au Québec, et tout ça va sûrement nous être bientôt présenté dans le plan pour une économie verte. Mais dépendamment de l'ambition qu'a le gouvernement en termes d'électrification, ben, on va utiliser une partie de ces surplus également. Donc, il y a énormément de facteurs pour arriver à ces chiffres-là et à se projeter sur un volume de surplus. Et puis, il faut aussi tenir compte de l'hydraulicité, qui est le facteur principal. Rien n'est acquis à ce niveau-là, puisque les volumes d'eau qui nous tombent dessus, on n'a pas vraiment la main sur ce paramètre. Merci Christophe. Jocelyn Allard avait une question un petit peu similaire. Alors je vais la sauter parce que c'est vraiment la même question. Là, notre rapport, peut-être pour préciser, ne fait pas des prévisions sur comment est-ce que ça va évoluer. On a vraiment fait une photo de la situation en 2018-2019 et avec les tendances sur comment est-ce que ça pourrait évoluer selon différents facteurs que Christophe a mentionnés, qui sont un peu plus détaillés dans le rapport. D'après vous, est-ce que l'ambition, c'est une question de Marc Carrette, est-ce que d'après nous, l'ambition gouvernementale de développement économique au Québec justifierait-elle des ventes d'électricité à très bas coût, voire au coût de production, afin de rendre ces projets rentables? Je vais m'essayer, mais Pierre-Olivier, tu pourras compléter. Là-dessus, c'est sûr que sur les développements de nouveaux marchés, puis en lien avec la relance économique au Québec, on a affaire à des sujets qui sont extrêmement politisés, quoi. Donc, typiquement, oui, le gouvernement peut décider de lancer une filière, un marché, un écosystème pour relancer l'économie et pour pouvoir développer une nouvelle filière. On a parlé de l'hydrogène vert, pourquoi pas, et faire bénéficier, par exemple, ces producteurs-là d'une électricité qui serait à très faible coût ou prix plutôt. Mais là, on est vraiment dans des décisions politiques, quoi. Pierre-Olivier, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Mais l'économiste en moi dit, et en fait c'est aussi, il y a la question suivante qui est un peu liée, c'est une question de Christian Carrier. Est-ce que Hydro-Québec pourrait rendre ses surplus disponibles à des tarifs préférentiels? L'économiste en moi dit non, il faut avoir un prix de marché pour tous les usages. C'est pas au gouvernement en tant que tel à décréter qu'un usage est à préférer par rapport à un autre usage. Et donc le prix même le prix québécois devrait être un prix qui est fixé selon les opportunités de marché régionales et pas uniquement sur les coûts de production québécois. Et au Québec, on sait que le prix de vente est essentiellement basé sur les coûts d'approvisionnement. Donc, Hydro-Québec Distribution, les prix sont fixés par la régie sur la base des coûts d'approvisionnement auxquels Hydro-Québec Distribution fait face. Ce qui est différent du coût de marché, du prix de marché auquel Hydro-Québec pourrait vendre dans les marchés externes, qui lui fluctue et souvent plus élevé, mais à l'occasion peut être plus bas qu'au Québec. Et donc, ça varie. Mais là, la réponse exacte sur à quel prix est-ce qu'il faut vendre ces surplus-là, c'est une question éminemment politique, comme Christophe l'a dit. Dans un monde idéal,
ma réponse personnelle, ça serait de dire il faut le vendre au prix de marché et trouver le bon prix de marché qui reflète la juste valeur du produit, de l'électricité propre, évidemment en prenant en compte dans un marché, si c'est un monde idéal, que ce marché inclurait les externalités négatives des productions d'électricité dans les marchés, donc que la valeur environnementale de notre hydroélectricité serait prise en compte. Elle l'est de plus en plus avec le marché du carbone qui se développe aux États-Unis pour le secteur électrique dans le nord-est, mais c'est encore extrêmement minime. Et on voit qu'il y a de plus en plus une prime que les marchés externes sont prêts à payer pour de l'électricité verte ou sans émissions de gaz à effet de serre ou à faible émission de gaz à effet de serre, mais cette prime, elle est encore très, très faible. Donc, c'est un enjeu complexe. Christian Dejean pose la question suivante. Les 3 pistes que tu as présentées, Christophe, nécessitent des investissements sur le réseau d'Hydro-Québec puisque le réseau de transport est congestionné. Est-ce qu'on a considéré ces éléments fort coûteux dans le rehaussement du réseau de transport? Non, mais c'est clairement un point très très important. On aurait dû en parler dans les éléments à considérer. On peut le voir de 2 façons. C'est sûr que la première façon, c'est d'investir dans le réseau de transport et dans les infrastructures. La deuxième façon, c'est de regarder ça du côté de la demande et de se dire qu'il y aurait peut-être moyen également de jouer sur la demande en puissance et pourquoi pas de mettre également des systèmes de batterie sur le réseau pour pouvoir gérer ces pointes-là. Donc, je pense que c'est un sujet qui va devenir très important plus on ajoute, on va dire, de la consommation et une électrification importante des usages au Québec. Plus il va falloir tenir compte des impacts qu'il y a sur le réseau de transport, mais à gérer une fois de plus de 2 façons. Du côté, on va dire, traditionnel, on rajoute de l'infrastructure, et d'un autre côté, qui est plus du côté de la demande, pour pouvoir mieux gérer également ces pointes de puissance. Merci. Elias Boustros nous demande, pourriez-nous commenter sur le potentiel d'utilisation des surplus pour la production d'hydrogène verte et dans le transport, et de combien pourrait-il baisser la consommation d'hydrocarbures dans le transport et réduire les gaz à effet de serre? Oh, wow. Alors, est-ce que je vais me lancer dans un calcul? Non, ce que je peux dire là-dessus, ce qu'on a mis dans le rapport, puis je vais me référer au rapport, je l'ai sous les yeux, sur la production d'hydrogène vert. Alors, ce qu'on a mis dans le rapport par rapport à ça, oui, essentiellement, alors en termes de volume déjà. Actuellement, on parle d'électrolyseurs qui ont des capacités, on va dire celui à Bécancour, là, qui est en train d'être construit par Air Liquide, ça monte à 20 MW. Puis ça va être un des plus gros électrolyseurs, je crois, même au niveau global. Donc avec ce type d'électrolyseur, si on en prend une vingtaine comme ça, on arrive à un volume de 4 TWh de consommation électrique annuelle. Ça, c'est 4 TWh. Ça donne un peu un ordre de grandeur par rapport à ça. La deuxième partie de sa question était sur le prix, c'est ça? Qu'est-ce que ça pourrait déplacer comme okay. Gaz à effet de serre? Ok. Alors, clairement, je n'ai pas de volume en tête. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'hydrogène vert, bon, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Si on parle du transport, déjà, clairement, on va parler du transport lourd, donc, où ça peut être adéquat. Alors, pour le transport lourd, pour décarboner, on va dire ce secteur-là, il y a l'utilisation de l'hydrogène vert qui peut être utilisé via les piles à combustible. C'est prometteur, mais actuellement, c'est pas quelque chose qu'on voit encore énormément. Peut-être qu'en transition, on va plutôt utiliser du gaz naturel compressé, pourquoi pas issu de gaz naturel renouvelable si possible, mais on va peut-être utiliser d'autres alternatives. La technologie pile à combustible n'est pas encore complètement déployée, mais ça peut être une piste d'avenir pour le transport lourd. Pierre-Olivier, je ne sais pas si tu as d'autres éléments là-dessus.
ce que je rajouterais, c'est que évidemment l'hydrogène pourra être extrêmement intéressante à moyen et long terme. À court terme, c'est très difficile à développer parce qu'il n'y a pas de marché encore très clair. Ça serait des volumes somme toute réduits qui pourraient être produits à moins qu'on aille à grande échelle. Et donc, il y a encore énormément d'enjeux pour développer la filière hydrogène qui sont étudiés, qui sont en cours d'être étudiés à différents endroits. Mais évidemment, ça reste une piste fort intéressante. Jocelyn, comment est-ce qu'on peut considérer augmenter les exportations d'électricité vers les États-Unis alors que le prix des énergies concurrentes, gaz naturel et éoliennes, nouvelles éoliennes, sont rendus à des prix beaucoup inférieurs à ce que Hydro-Québec peut offrir? Ouais, alors sur le prix, moi je me méfie toujours de comparer de la production type éolien ou solaire qui est fatale en tant que telle, à de la production hydroélectrique en plus avec des barrages qui est pilotable. Donc, ce qu'il faut comparer en termes de coûts, si on parle de l'éolien, du solaire, il faudrait prendre un système incluant du stockage. Donc déjà, il faudra inclure les coûts associés aux batteries ou alors à des systèmes de production type piqueur au gaz naturel pour pouvoir balancer, on va dire, la production. Donc ça, c'est le premier point. Après, disons que sur ces marchés-là, j'ai pas les éléments de coût, mais je suis à peu près persuadé que l'électricité produite au Québec actuellement peut être à des prix très compétitifs par rapport à ces à ces différents moyens de production, que ce soit l'éolien offshore ou la production à base de centrales à gaz naturel. Benoît Pépin nous demande quelles sont nos vues sur les surplus déficits en puissance. Si tu veux commencer, puis j'aurais rajouté après. Sur les déficits en puissance? Sur les déficits en puissance, oui. Ok. En fait, ce qu'on voit par rapport à la puissance, c'est que clairement la pointe hivernale, elle a augmenté ces dernières années. Et ce qu'on voit en termes de perspective, c'est qu'elle va continuer à augmenter. Donc, il va y avoir de plus en plus une pression sur les besoins en puissance. Je crois que le plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec Distribution parle de besoins en puissance qui vont doubler dans les 10 prochaines années. Donc, je crois qu'il faut rajouter un 3 ou 4 mégawatts. Je crois que c'est ça. Gigawatts. Gigawatts, pardon. 3 ou 4, 3,2 gigawatts. Je crois que c'est 3,2 gigawatts de besoins en puissance qui vont venir s'ajouter dans les 10 prochaines années, basés sur une électrification qui est les hypothèses qui étaient là avant le PEV. Et donc c'est ça, en termes de tendance, très clairement, il va y avoir une pression de plus en plus accrue sur les besoins en puissance au Québec. Et moi, pour compléter, je pense qu'effectivement, le Québec devra être beaucoup plus agressif dans sa gestion de la puissance, notamment dans le secteur résidentiel. Il va falloir qu'il y ait vraiment des incitatifs pour que les consommateurs résidentiels gèrent leur puissance, alors qu'aujourd'hui, on ne fait absolument rien de façon active pour gérer la puissance. Donc, notamment des tarifs de puissance pour les consommateurs résidentiels, comme ça se fait dans plusieurs pays européens, sont tout à fait à envisager. Si les Italiens, j'ai déjà dit, sont capables de comprendre un tarif de puissance pour des clients résidentiels, je pense que nous sommes capables aussi de comprendre des tarifs de puissance. Et il faut faire confiance dans les consommateurs, dans leur capacité à comprendre des grilles tarifaires qui sont un peu moins simples que la grille actuelle, mais qui peuvent amener des grands bénéfices au niveau de la pénétration de tous les outils qui peuvent gérer la puissance. Ouais, puis Pierre-Olivier, tu communiques sur ce que moi j'appellerais la gestion de la demande en puissance plus comportementale, donc sur la partie tarifaire, qui est clairement un levier important. Puis on a également une autre façon de gérer cette puissance qui serait le contrôle direct de la charge. Puis ça, on le voit de plus en plus, c'est le distributeur électrique qui a la main, ou alors via une partie tierce, qui a la main sur les usages de certains clients. Bien sûr, ces clients-là sont
ont accepté, ont un contrat avec l'utilité, mais c'est une autre façon également de pouvoir gérer directement la charge, on va dire, au niveau de l'usage chez le client. Tout à fait, mais le contrôle de la charge directe auquel tu fais référence, il serait d'autant plus facile à faire pénétrer dans la population si on avait une structure tarifaire qui incitait les gens à se tourner vers ce genre d'outils-là technologiques qui sont disponibles, qu'on peut déployer, mais sans incitatif tarifaire, on a beaucoup moins d'incitatifs à se tourner vers ce type de contrat-là. Donc, c'est là où il peut y avoir, on peut faire l'un sans l'autre, mais la technologie rentrera beaucoup plus facilement si on a des structures tarifaires qui les rendent plus attrayantes. Michael Jackson, on va essayer de raccourcir nos réponses parce qu'on a une bonne série de questions devant nous. Michael Johnson nous pose la question, il veut nous ramener à l'hydrogène. Il fait un petit préambule, on exporte 50 millions de tonnes de minerais de fer chaque année. Est-ce qu'on pourrait utiliser une partie du surplus pour transformer le minerai de fer en utilisant de l'hydrogène vert dans le processus de Direct Reduced Iron, un petit peu des nouvelles technologies là, de réduction du minerai de fer avec de l'hydrogène plutôt qu'avec du carbone, ou alors augmenter la quantité d'aluminium produite ici. Christophe, si tu as des commentaires. Ouais, moi, sur l'hydrogène vert, je crois beaucoup au fait que ça va permettre, alors peut-être pas à court terme, une fois de plus, hein, parce que faut le temps que le marché mature par rapport à ça, mais va permettre de décarboner justement des secteurs qui sont difficilement décarbonables, entre guillemets. Et les secteurs qui ont été cités là en font partie. Donc ça va réellement permettre de pouvoir s'attaquer, on va dire, à des secteurs qui sont un peu plus difficiles à décarboner que d'autres. Absolument. Puis je rajoutais simplement que c'est encore une fois, ça c'est une perspective de moyen terme ou de long terme parce que c'est d'immenses investissements dans des infrastructures de production d'acier qui sont nécessaires pour réaliser ça. À mon avis, c'est prometteur et c'est inévitable d'aller vers là, mais ça demande un renouvellement du parc des aciéries qui est majeur. Bruno de Tank nous demande en fait, il a une interprétation d'un rapport de Ouranos qui, selon lui, démontre que les changements climatiques feraient en sorte de diminuer la quantité de neige dans le centre du Québec et augmenter la quantité d'eau sous forme de pluie. Cela fera en sorte de diminuer le stockage pour les barrages, donc de diminuer la capacité disponible durant l'été. La vente d'énergie sera donc problématique. Quoi faire ? Je ne suis pas sûr, en fait. Moi, ma compréhension des études d'Ouranos, c'est qu'il y aurait, dans le long terme, il y aurait plus d'eau qui serait disponible. Donc, en termes de capacité de production pour les installations d'Hydro-Québec, ça serait bénéfique. Les changements climatiques seraient plutôt, en moyenne, bénéfiques. Évidemment, il y aurait une variabilité. Et en ce qui concerne la vente, la demande, là, c'est sûr que l'été, il va y avoir une demande de climatisation avec les changements climatiques qui va être croissante. Et à ce niveau-là, ça serait donc plutôt bon. Mais je ne sais pas si, Christophe, tu comprends la question d'une manière différente, mais ça serait ma réponse. Non, je vais laisser sur cette réponse. Je pourrais pas ajouter grand-chose là-dessus. D'accord. Luc Perrault nous demande sur la base de quelle information, prévision météo, projection climatique, vous affirmez que l'on observe des précipitations accrues. Quel horizon de temps est considéré? Donc, c'est Luc Perrault de l'IREC qui le demande. Ouais, sur ce constat, effectivement, moi, je n'ai pas creusé plus que ça, mais c'est de la documentation publique d'Hydro-Québec qui parle de précipitations accrues ces dernières années qui devraient persister dans les années à venir. Je n'ai pas forcément creusé et vérifié cette information-là basée sur d'autres éléments. Mais en fait, on ne fait pas de prévision. Dans notre rapport, on ne fait aucune prévision. Tout ce qu'on dit, et là, on rapporte dans notre rapport, on reprend un graphique que Hydro-Québec rend public. Donc, c'est dans notre annexe 1 à la page 20 du rapport, où on voit un historique de 1943 à 2018 des apports en eau au Québec. Et on est dans une série de 5 années où l'hydraulicité est supérieure. Les apports en eau sont supérieurs à la moyenne. Donc, on est clairement dans les 5 dernières années dans des années où on a plus d'eau qu'en moyenne et la situation pourrait éventuellement se renverser. Comme dans les années 80, on a eu des 5 ou 6 années où on avait des déficits, enfin pas des déficits, mais des apports en eau nettement inférieurs à la moyenne.
et donc les choses pourraient changer, peuvent changer quand on regarde les séries chronologiques d'apport en eau au fil des ans. Et Pierre-Olivier, c'est peut-être un point plus général que je vais juste communiquer à tout le monde par rapport à ce rapport, c'est que c'est basé sur de l'information publique disponible publiquement, que ce soit à travers les sites de la Régie de l'énergie ou d'Hydro-Québec, et donc qui sont publics. On n'a effectivement pas effectué d'analyse propre de notre côté basée sur de l'information propriétaire ou quoi, pour pouvoir arriver à ces conclusions. Mohamed Benadidi nous demande est-ce avantageux pour Hydro-Québec de conclure des ententes à long terme, sachant que la bulle gazière qui induit de bas tarifs est encore là pour plusieurs années encore? Alors, la bulle gazière, bas tarif, en fait, c'est une histoire d'offre et de demande. Donc, la demande, là, elle provient des États américains pour atteindre eux-mêmes leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Si on prend l'État de New York, ils ont un objectif de 50% renouvelable d'ici 2030, donc des objectifs très agressifs. Donc ces États-là, eux, ont clairement un objectif à aller contractualiser de l'électricité propre et également de développer de la capacité chez eux. Là. Donc après, d'un point de vue Hydro-Québec, si on se place de l'autre côté, bah, ce sont des opportunités d'affaires. On a vu que pendant les 10 dernières années, c'était près de 30 TWh qui étaient exportés, que ça avait une incidence, en tout cas des avantages assez importants en termes de vente et surtout en termes de bénéfices pour l'entreprise. Donc après, en termes de contrat à long terme, ça permet de réduire les risques, peut-être à des prix qui sont moins élevés que ce qu'on pourrait aller chercher sur des marchés de court terme, mais il y a forcément des avantages à écouler une partie des surplus via ces contrats-là. Une question intéressante sur Churchill Falls. Quel devrait être le volume importé de Churchill Falls après 2041? L'impact pourrait être majeur en cas de réduction drastique du volume importé. Une question de Émile Potier. Émile Potier. C'est une bonne question. C'est une question que je me posais aussi, en fait. Je me demande, c'est quoi les options d'écoulement de cette production-là, post-2041, et quelles vont être les options que le Labrador va avoir pour écouler ses surplus. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse à ça. Et Pierre-Olivier, tu as peut-être quelque chose? Ben, en fait, c'est très intéressant, puis il faut s'y préparer. C'est évident que s'il y a des utilisations de l'hydrogène verte qui sont très rentables, eh bien, le Labrador pourra fortement considérer ça. Et ça, c'est une question que Robert Cadieux, donc qui a trait à la question suivante de Robert Cadieux, puisque nous sommes en surplus de quantité mais pas en puissance, ne pourrions-nous pas exporter ces surplus d'énergie sous forme de carburant vert tels que l'hydrogène vert ou des dérivés comme des carburants de synthèse qui utilisent de l'hydrogène comme intrant? Et donc, la réponse à cette question, c'est oui, on peut le faire, mais si c'est rentable, eh bien, ça sera probablement peut-être plus rentable de le faire aussi avec les chutes Churchill. Et donc, plutôt que de nous exporter à très bas prix, ils vont aussi regarder leurs options. Ouais. Et c'est dans ce contexte-là où le prix de marché devra être pris en compte, parce qu'il va falloir vraiment comprendre c'est quoi les alternatives. Comme une question l'a mentionné, les coûts d'infrastructure du réseau vont aussi jouer un rôle parce que selon la capacité disponible dans le réseau, ça va être possible ou non de transporter cette électricité-là sous forme d'électricité ou sous forme de produits différents. Donc, ça serait ma réponse à la fois à Émile Potier et Robert Cadieux pour leurs deux questions. Une question de Scott McKay. Hydro-Québec a mentionné rejeter de l'eau sans la turbiner dans le passé, souvent au printemps. Ça permet d'évaluer au moins en partie la capacité de production non utilisée. Ouais, effectivement, j'avais lu quelques articles sur ce sujet-là, qu'il y avait de l'eau qui avait été déversée sans être turbinée. Ça correspond, on va dire, à une capacité de production qui n'a pas été utilisée pour être exportée parce que les conditions de marché faisaient que c'était pas opportun de le faire. Mais ça, c'est des informations qu'on peut avoir. Oh, j'ai l'impression que Christophe, en tout cas, a été bloqué, du moins de mon côté.
été bloqué. Je vais passer à la question suivante. En espérant que Christophe va pouvoir nous rejoindre. Colin Trop nous demande, au-delà de l'efficacité énergétique, avons-nous des réflexions sur les économies d'énergie découlant d'une sobriété énergétique, c'est-à-dire une consommation minimale, raisonnable d'énergie par foyer québécois, dans le but d'éviter des effets rebonds? C'est, à mon avis, une excellente question. Il y a en fait une manière de l'approcher, ça serait par exemple de dire si on se dirigeait au Québec vers un parc de bâtiments passifs, donc des bâtiments qui n'ont pas de consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation parce qu'ils sont bien conçus dans des enveloppes thermiques extrêmement performantes, ça serait probablement de l'ordre de 30 à 40 voire 50 TWh qui pourraient être libérés pour de tels usages. Donc là, je vois que Christophe a eu un problème de connexion et nous a quittés. Donc, je vais continuer. Nous allons continuer sans lui. Raphaël Bourlis nous pose la question. Les 32 TWh qui sont exportés aujourd'hui, les surplus donc qui sont exportés aujourd'hui le sont à profit. Pourquoi appelle-t-on ça des surplus? N'est-ce pas simplement un produit à vendre à profit au bénéfice du Québec? Bonne question. Ce ne sont peut-être pas des surplus dans le sens où ils sont écoulés, mais c'est certainement de l'énergie supplémentaire par rapport aux besoins québécois immédiats. Et oui, tout à fait, ils sont vendus à profit pour le bénéfice du Québec d'une manière globale. Donc, c'est intéressant. Et en fait, on peut aussi dire qu'on pourrait aussi résoudre le problème en disant qu'il n'y a pas de surplus électrique au Québec, il n'y en a jamais eu, parce que, étant donné qu'on arrive à stocker en grande partie l'eau dans les barrages, eh bien, à part pour les périodes printanières où on a des déversements, où là, clairement, il y a des surplus qui passent par-dessus le barrage ou par les voies de contournement, plus exactement, à part pour ces moments-là où on a vraiment des surplus, le reste du temps, l'énergie est stockée et il n'y a pas de surplus. Donc, c'est vraiment une question terminologique. Yannick Sternon nous pose la question par rapport aux enjeux, liés aux besoins de puissance supplémentaire à prévoir pour la période 2020-2030. Quelles sont les meilleures pratiques à promouvoir aujourd'hui pour assurer l'équilibre futur? On en a un petit peu mentionné et je vais revenir simplement sur la gestion de la puissance. Il faut vraiment, à mon avis, être beaucoup plus agressif dans la gestion de la puissance. Les technologies sont là pour nous aider à faire beaucoup de choses. Donc, la gestion de la demande directe, mais des tarifs aussi qui nous amènent à gérer la puissance et à limiter nos appels de puissance, notamment des tarifs de puissance, donc kilowatts de puissance de pointe utilisée nous disciplinerait beaucoup, et aussi éventuellement des tarifs horaires, des tarifs de pointe pourraient aussi nous amener à mieux gérer la puissance. Une question de Michel Deneau. Peut-on poser des questions à M. Boucher ici? Il est visible. Il y a visiblement une autre liste quelque part que je ne vois pas. Ah ben, là, ça c'est la vraie question de Michel Deneau suit. Existe-t-il des modèles, une littérature pour orienter les meilleures pratiques pour vendre ces surplus, de l'optimisation dans le choix des débouchés, du contract design? À notre connaissance, il n'y a pas de littérature. Bon, bienvenue Christophe de retour. Je suis désolé, il fallait que ça arrive, une coupure de courant, forcément. Il y a Michel Deneau qui nous demande s'il y a une littérature pour orienter les meilleures pratiques pour vendre les surplus, l'optimisation dans le choix des débouchés, du contract design. À ma connaissance, il n'y a pas d'une littérature qui fait unanimité à suivre là-dessus. C'est essentiellement des négociations et des opportunités d'affaires et des choix politiques. Christophe, si tu as des à ajouter, je te laisse. Oui, puis ça serait uniquement sur le critère qui serait économique, mais actuellement, on va dire qu'il y a pas mal de critères qu'on pourrait mettre de l'avant. Un critère qui pourrait être environnemental. Typiquement, est-ce que exporter de l'électricité et décarboner une partie du nord-est américain fait du sens au niveau global? C'est sûr, c'est-à-dire que les conséquences des changements climatiques ne vont pas s'arrêter aux frontières du Québec, malheureusement, même si on atteint nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, il y a des critères autres que les critères économiques, mais moi, je n'ai pas à ma connaissance de modèles ou d'études ou de rapports qui
donnerait les clés pour pouvoir optimiser, on va dire, l'utilisation de surplus. On va prendre une dernière question. Il y a davantage de questions qui nous sont posées, mais on ne peut malheureusement pas répondre à tout le monde. Il y a beaucoup aussi des commentaires très pertinents qui rajoutent certains éléments pertinents qu'on n'a pas pu traiter. Mais donc la dernière question sur les retombées économiques, une question de Christian Dejean. En termes de retombées économiques, avons-nous comparé s'il est préférable de développer le marché interne ou exporter? Non, c'est vraiment complexe. Ça, c'est une question vraiment complexe. Donc, on a clairement pas modélisé ça. Par contre, une fois de plus, moi, je reviens au petit commentaire que j'ai fait sur le sujet, c'est que on pense pas que c'est soit on fait ça, soit on fait ça. Ce qu'on pense, c'est que le Québec, avec ses volumes de surplus d'électricité propre et clairement abordable, peut jouer sur beaucoup de tableaux en même temps. Donc, je pense pas qu'il faut garder en tête qu'il faut comparer. Est-ce qu'on exporte avec ce volume-là? Est-ce qu'on l'utilise au Québec? Je pense que de toute façon, on va avoir les opportunités de faire beaucoup de choses avec cette électricité. Merci Christophe, merci aux 200 personnes qui se sont branchées sur ce webinaire. On vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à télécharger le rapport sur le site que vous voyez affiché à l'écran, energie.hec.ca. Il y aura d'autres webinaires dans les semaines à venir. Et alors, on vous remercie. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.